L'histoire du bloc, ça trouve ses racines à la fin du 19e siècle et du 20e siècle, principalement dans des régions comme Fontainebleau. Fontainebleau, un site que je vais pas présenter parce que ça mérite une vidéo à part entière, mais c'est un site très célèbre aujourd'hui, qu'il faut préserver d'ailleurs, de bloc au passage. Donc c'est un lieu emblématique pour l'escalade extérieure. À cette époque, l'escalade bloc était utilisée comme une méthode d'entraînement pour l'alpinisme. Les grimpeurs utilisaient ce genre de cailloux dans la forêt pour s'entraîner, pour faire des mouvements encore plus durs, pour pouvoir en fait grimper des ascensions plus longues en montagne. Donc Fontainebleau en France, c'est ici que le bloc il a pris son essor. Dans les années 1910, des grimpeurs comme Pierre Alain, pionnier de l'alpinisme, ils ont commencé à explorer cette discipline. Dans les années 1930, ça devient vraiment la Mecque pour tester des mouvements complexes, sans cordes ni équipements sophistiqués. On retrouve toujours dans les années 1930, cet objectif en fait de s'entraîner sur des mouvements qui sont extrêmement durs et qu'on n'a pas l'opportunité d'essayer en voie parce qu'on a déjà fait sûrement 50 mètres avant, parce qu'on risque de faire une grosse chute. Voilà, l'escalade bloc c'est fait pour ça. On s'entraîne sur des mouvements très durs pour pouvoir, une fois qu'on va grimper en extérieur, réussir des mouvements durs. Donc l'évolution du bloc dans les années 60, 80, les 70s, l'escalade de bloc, elle commence à être considérée comme une discipline à part entière. Dans les années 1960, en dehors de Fontainebleau, il y a d'autres zones célèbres comme Butler Mix, Joshua Tree en Californie ou encore Waco au Texas. Donc ces sites-là, ils deviennent évidemment des spots réputés pour le bloc. Dans les années 80, des grimpeurs comme John Gill ou Patrick Edlinger, j'ai fait une vidéo sur lui. En France, popularise cette forme d'escalade. Gill, c'est un ancien gymnaste, il apporte une nouvelle vision de l'escalade bloc avec un accent sur la puissance, l'esthétique des mouvements, tout comme Patrick Edlinger qui considère l'escalade bloc, ou même l'escalade en général comme une danse, et pas seulement l'escalade, c'est aussi un mode de vie. L'escalade commence à réunir des réels fans, d'une communauté qui ne considère pas ce sport juste comme un sport mais comme un mode de vie. Donc il introduit également la notion de difficulté en catégorisant les blocs selon leur complexité. Donc c'est le premier système de cotation qui apparaît. Du bloc extérieur en salle. Comment on y est venu? Dans les années 90, la montée en popularité de l'escalade bloc, les salles d'escalade elles se multiplient et c'est là ça permet aux grimpeurs de s'entraîner en hiver comme en été, parce que avant ça, on est obligé de prendre sa voiture, aller dans la forêt, chercher sur un livre quel bloc est à notre difficulté. On est potentiellement tout seul, donc plus dangereux si on chute. Bref, plein de choses qui font que l'escalade c'est encore difficile à se lancer dedans, difficile à appréhender, difficile à réunir de nouveaux adeptes. Cette phase-là, où il y a des salles qui commencent en fait à popper partout, et ben ça permet aux grimpeurs de non seulement s'entraîner en été, en hiver, en automne, le décembre, en janvier, et en plus de ramener de nouvelles personnes qui sont pas forcément adeptes de l'escalade, car l'escalade en salle c'est plus accessible et c'est plus simple, voilà, plus ludique. L'escalade de bloc devient une discipline compétitive dans les années 90. C'est en 98 qu'on trouve les premiers championnats du monde de bloc qui sont organisés par l'International Federation of Sport Climbing, l'IFSC. À partir de ce moment, l'escalade en bloc elle s'institutionnalise avec des règles, des formats de compétition et des classements internationaux. Donc c'est l'arrivée de nouvelles compétitions, de qui est champion du monde, qui est le plus fort, bref. Comment on arrive au bloc moderne qu'on connaît aujourd'hui actuellement? Aujourd'hui, l'escalade en bloc, que ce soit en intérieur, en extérieur, c'est une discipline qui s'est extrêmement popularisée, notamment grâce à du coup ces formats compétitifs dont on vient de parler, qui sont spectaculaires mais qui sont aussi parfois critiqués, comme ceux visibles lors des Jeux Olympiques. Elles se distinguent par des voies courtes et techniques, mettant l'accent sur la force, la précision, la créativité des grimpeurs, mais aussi l'improvisation. L'escalade en compétition, elle est parfois critiquée, on a pu le voir pendant la première fois où elle était instaurée dans les Jeux Olympiques, puisque l'escalade bloc était réunie avec la difficulté, la vitesse. Donc il fallait plus être le meilleur sur le bloc, mais sur 3 disciplines qui dans le monde de l'escalade sont considérées comme complètement différentes. Et c'est une très belle transition pour parler de l'histoire de la vitesse. Petit moment histoire encore une fois, après on s'attaque à la vidéo, mais c'est pour contextualiser parce que les 2 personnes dont je vais vous parler aujourd'hui, elles sont aussi de ce monde.
L'escalade de vitesse, en tant que discipline spécifique, elle s'est développée évidemment à partir de l'escalade traditionnelle et aussi de l'alpinisme, même si on a peut-être l'impression que c'est pas du tout le même sport parfois. À l'origine, les grimpeurs en montagne, ils cherchaient souvent à monter plus vite, mais il s'agissait pas encore d'une discipline formalisée. Hein. C'est pas celui qui grimpe plus vite la montagne qui a gagné. Moi, je suis pas si sûr en fait. Dans les années 70-80, avec la popularité croissante de l'escalade sportive, certains grimpeurs ils commencent à se concentrer sur la vitesse du coup. Et le premier pays où ça se développe, c'est la Russie. Donc en URSS dans les années 80, l'escalade de vitesse elle devient une épreuve compétitive importante, on se demande pourquoi, mais c'est là-bas qu'on cherche c'est qui grimpe le plus vite, c'est qui va le plus vite. Et des compétitions locales sont organisées pour tester les capacités des grimpeurs à atteindre des sommets le plus rapidement possible. En 87, on a la première compétition d'escalade de vitesse. Donc cette compétition officielle d'escalade de vitesse elle est organisée en 87 en Union soviétique, et ces événements ils permettent d'établir les bases même de cette discipline avec des normes sur les parcours et les règles. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai l'impression que peu de gens savent, c'est qu'en fait les parcours des vitesses sont exactement les mêmes partout dans le monde, ils sont instaurés, c'est comme ça, les athlètes ils s'entraînent sur 15 mètres qui sont les mêmes tout le temps, pareil. Le but c'est de grimper le plus vite sur une cotation, il me semble que c'est 6B, donc c'est qui grimpe le plus vite sur cette voie-là en particulier. En 90, on a la naissance des compétitions internationales où la discipline elle prend de l'ampleur à l'échelle du coup internationale. La voie est fixée à hauteur de 15 mètres avec un parcours identique dans toutes les compétitions. Cette décision elle permet de comparer directement les performances des grimpeurs à travers le monde ainsi que de battre des records parce qu'en fait la base de l'escalade de vitesse c'est qui a la plus grosse. Avec cette standardisation, la discipline elle attire de plus en plus de spectateurs parce qu'on va pas se mentir, elle est quand même impressionnante. Voilà, on a l'impression de voir des gens courir sur des murs, donc ça attire beaucoup de monde. Les gens qui sont en mode waouh, lui il grimpe plus vite, lui il grimpe plus vite, lui il va encore plus vite. Voilà. Et la première instauration d'escalade de vitesse, elle se fait en même temps que celle du bloc et celle de la difficulté. En 2020, c'est l'un des plus grands tournants pour l'escalade de vitesse. L'escalade combinée, vitesse, bloc et difficulté est présentée pour la première fois et la vitesse se démarre comme la discipline la plus spectaculaire du lot. Cela a offert une visibilité sans précédent à l'escalade de vitesse et a mis en lumière des athlètes comme Bassam Awem, Reza Alipour ou Ludovico Fozzali qui ont excité les foules de par leur performance et de par moi j'arrive pas à courir, lui il court sur un mur donc c'est quand même impressionnant. Je pense que vous avez compris depuis le début que j'ai quand même une préférence pour la partie bloc, mais on va essayer de comparer de manière neutre ces deux disciplines. Ce qu'on peut dire sur le bloc, c'est qu'il se concentre sur des mouvements techniques, la force, la créativité dans les voies courtes, et généralement 3 à 4 mouvements, mais on peut monter jusqu'à 8 mouvements parfois, sans corde ni harnais. Donc le temps, il n'est pas un facteur, sauf en finale, ce qui permet aux grimpeurs de se concentrer sur la précision et la technique. Mais bon, comme je viens de le dire, le temps, c'est quand même un facteur qui rentre en jeu en finale, mais bon, c'est pas le but, c'est pas celui qui va le plus vite, mais c'est un facteur à prendre en compte. La vitesse, ce qu'on peut en dire, c'est que tout est dans la rapidité d'exécution. Le grimpeur, il doit grimper le plus rapidement possible sur un parcours standardisé, mettant l'accent sur la puissance explosive, la gestion du stress sous pression. L'évolution de ces disciplines du plein air à l'intérieur et de leur intégration dans les compétitions internationales, elle montre la flexibilité de l'escalade à se réinventer tout en conservant l'essence de ses racines. Aujourd'hui, ces disciplines, avec leur esthétique propre, leur exigence unique, elles ont permis à l'escalade de gagner une audience mondiale, notamment grâce à l'exposition aux Jeux Olympiques. Et ça, on peut dire que c'était pas trop tôt, et aujourd'hui je vais vous conter l'histoire de deux personnalités de ces deux disciplines qui sont frères et qui ont tous les deux énormément performé dans ce sport, qui lui ont permis notamment sûrement de donner de la visibilité ainsi que de montrer au monde entier pourquoi l'escalade, il faut en faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour éviter un format trop long, je posterai en fait la suite de la vidéo, donc l'histoire des deux frères Mawen, la semaine prochaine. En attendant, j'espère que ce format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et j'organise un concours sur Instagram comme marqué en début de vidéo. Donc tu as juste à aller me rejoindre sur Instagram @escalademelvin et participer au concours. Bonne chance à toi.
À bientôt.